Ok. Bien. Donc, cette semaine, la paracha, c'est la deuxième paracha de l'année. La semaine dernière, on a fait Bereshit, genre à Mhm. toute vitesse, parce qu'on a fini Simrat Torah vendredi après-midi. Et Bereshit, c'est fini samedi. Donc, Bereshit a fait hop, on n'a pas eu le temps de parler de Bereshit. Mhm. Donc, on passe directement à la deuxième qui est Noir. Donc, dans la paracha cette semaine, on a l'arche, on a le Maboul, c'est-à-dire le déluge, la destruction du monde, la reconstruction du monde. Voilà. Mhm. Cette semaine, c'est l'arche. L'alcool, OK? L'alcool, tout ça. la tour de Babel. Ah, c'est ça. Donc là, on est sur un discours qui date de 1965 et de 1976, puisque c'est un mélange de deux, et qui va faire un lien entre la sagesse de la Torah et les sciences du monde. Donc on y va. Commentant le verset. Le verset dont on est en train de parler, c'est Noah 7.11. Le verset dit, dans l'année 600 de la vie de Noach, jaillirent toutes les sources de l'immense abîme et les cataractes du ciel s'ouvrirent. C'est le moment où Hachem il ouvre l'eau et Les cataractes. Hmm. Le Zohar explique. Donc on démarre pas de Rashi, on démarre du Zohar. D'ailleurs, c'est drôle. Attends, Quoi le juste, Zohar? juste Alors, attends, une ouais, petite parenthèse. Redis-moi le passouk. le Passouk dit, et il est coupé, hein, Ouais, ouais, non, mais vas-y. dans l'année 600 de la vie de C'est Noah, ça, mais pourquoi est-ce qu'on fait par rapport à la vie de Noir? Pourquoi est-ce qu'on fait pas par rapport à l'existence du monde? parce que on va voir, mais là il parle de la vie de Noah. C'est comme ça qu'il est calculé. Ok, mais pourquoi? Genre, on est en train de détruire le monde, on n'est pas en train de détruire Noir. Pourquoi est-ce que tu bases ton truc en te disant, ah ouais, en lançant du monde Je de sais Noir? pas, je sais pas. C'est comme si demain, genre, Hmm. C'est comme ça que Hachem décide de le prendre. Je sais pas pourquoi. ok, je vais niquer raison. C'est quoi le Zohar? Alors, dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de lecture. Ok. Ok. Le premier niveau de lecture, ce qu'on appelle le Pshat, c'est Rashi. Rashi va t'expliquer la Torah comme si tu avais, comme un enfant de 5 ans, Mhm. sauf qu'un enfant de 5 ans à l'âge de Rashi, il comprenait ce que Rashi disait, alors que nous, à 40 ans et plus, il nous faut des commentateurs pour comprendre ce que Rashi disait à un enfant de 5 ans. Ok. Mais c'est comme ça. Et donc ça, c'est le niveau simple, c'est-à-dire la Torah dans le sens littéral. Ok. Après, il y a un deuxième niveau. Le deuxième niveau, il s'appelle comment, Ishaël? Drache. Remez. Le Remez, c'est le Midrash. Ah oui, pardon, j'ai raison. C'est les noms. Ok, donc le deuxième niveau, ça va être par de la guématria, c'est-à-dire par des calculs. Chaque texte a une valeur. Les valeurs, quand les valeurs d'un mot ont la même qu'un autre mot qui a la même valeur, c'est que les mots ont des liens. Et il y a des liens qui vont se faire par rapport aux valeurs numériques de chacun Mhm. des mots ou de chacun des versets. RMS, c'est les allusions, c'est ça? Ouais. Ensuite, il y a un troisième niveau qui est le midrash. Le midrash, c'est hyper sympa à étudier parce que tu as l'impression que c'est des histoires qui rajoutent des choses sur la Torah. C'est vrai, mais c'est aussi des explications qui sont de plus en plus ésotériques par rapport à ce qui est expliqué dans le texte. Donc, ça t'explique des choses que tu n'as pas su. Moi, j'ai un livre qui s'appelle le Midrash Midrash raconte. raconte. C'est ça. Ça, c'est le troisième niveau. Ok. Ok. Il y a un quatrième niveau qui s'appelle le Sod. Le Sod, c'est ce qu'on appelle la dimension intérieure de la Torah. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement regarder le texte tel qu'il est, on va regarder ce que Hachem a voulu dire, mais a caché. Ok. Ouais. Donc le Zohar, il va se trouver là. Il était écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi. Hein. Et puis, dans la Chassidut, on va considérer que la Chassidut est le cinquième niveau, qui est une dimension interne qui va venir s'appliquer dans la vie de tous les jours. Ok. Ok. Donc là, le Rabbi part directement sur le Zohar en disant, sur le verset dont on vient de parler, le Zohar explique. En la 600e année du 6e millénaire, les portes de la sagesse s'ouvriront là-haut, de même que les sources de la sagesse ici-bas. Dès lors, le monde sera transformé pour s'élever vers le 7e millénaire. Ok. On compte la Torah, là on est dans l'année, on vient de rentrer dans l'année 5785. Ok. Ok. Donc on est dans la fin du 6e millénaire. On considère que le 7e millénaire, c'est Mashiach. Attends, il a dit la 600e année du 6e millénaire. Donc là, le Zohar dit En 5600, donc. en 5500. Dans le 600e centenaire du Ah, 6e millénaire, ok, ok, je les comprends. portes de la sagesse là-haut, c'est-à-dire 5500. Mina Shamaim, donc les portes de la sagesse
pas comment je traduis Min Hashamayim, par Céleste. céleste, si tu veux, là où il y a Hachem, on va dire. De même que les sources de la sagesse ici-bas, le monde se préparera à s'élever vers le 7e millénaire. Okay. 1740. 1740. 5500, c'est 1740. 5500. Oui. Comment tu veux? Ça veut- Attends, on est en 80. Tu enlèves 85 ans? Mais attends, tu enlèves 85 ans. On est à comment ça s'appelle? Ok, c'est quoi? C'est marqué la 600e année. Le 6e centenaire du 6e millénaire. Oui. Donc 6. Ah, mais toi, parce que toi, tu es 5600. en train de dire que Donc, c'est 200. 1840. Ils sont trompés, non? Non, tu vas voir. On va se laisser faire. Attends, regarde. On va se laisser faire, on va se laisser faire. 24, ouais. Ok. 265, c'est 1759. Parce que lui part à On va partir se laisser faire. lui On va part voir. à partir du début du millénaire. Donc, On va voir. il dit que c'est à On va voir. 285 ans. On va voir. En tout cas, le rabbi veut faire un lien entre les deux. Ok. Donc, il convient de préciser la signification de ces deux notions. Les portes de la sagesse là-haut et les sources de la sagesse ici-bas, auxquelles fait allusion le verset précédemment cité du Zohar. Les sources de la grande abîme se fendirent, qui sont les sources de la sagesse ici-bas, et les trompes des cieux s'ouvrirent, soit les portes de la sagesse là-haut. Tu vois encore? Okay. En effet, la sagesse là-haut est celle de la Torah, alors que la sagesse ici-bas correspond à celle des sciences du monde. Et nous constatons effectivement qu'à cette époque, la sagesse de la Torah, et notamment celle de sa dimension profonde, fut largement révélée. On est bon encore là? Ah ouais, c'est bon. Ouais. Et nous constatons effectivement qu'à l'époque dont on est en train de parler maintenant, 1740. la sagesse de la Torah, et notamment de sa dimension profonde, a été largement révélée. Parce qu'en fait, cette période-là, la période autour du XVIIIe siècle, c'est le début de la Racidoute. Okay. Le Baal Shem Tov, c'est 1600... Voilà. Le Baal Shem Tov, l'Alter Rebbe, tout ça, c'est cette période-là. Okay. Donc, on est en train de dire, c'est que le Zohar, il est venu dire que la Racidoute, elle va arriver à peu près à cette période-là. Okay. Ce qu'on voit dans l'histoire du monde, c'est que au moment à peu près où on arrive sur les révolutions, la Révolution française, la Révolution américaine, le changement, après le Moyen Âge, entre 1492 et jusqu'à 1740-1800, à partir de 1800, il y a un changement qui se fait dans le monde. Il y a les révolutions, la révolution industrielle et une accélération du monde. Et en parallèle de ça, et en fait en démarrage de ça, c'est le début de la Racidoute. Et jusque-là, il n'y a pas la Racidoute, donc jusque-là, il n'y a pas une compréhension directe de la dimension intérieure de la Torah. Donc on suit la Torah sur la base des codes. Okay. Et on n'a pas, ou il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une explication de pourquoi on fait ce qu'on fait. Du coup, c'est un peu rough. Hein, c'est un peu, hein. Et en fait, à ce moment-là, il y a besoin de quelque chose de plus. Et donc tout ça apparaît au même moment. Marqué le Zohar est marqué 1840. 1840, très bien. Ok, là c'est marqué 1840. Ça dépend si tu regardes le début ou la fin du siècle. On connaît l'enseignement du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est l'un des rabbis rabbats. Okay. Selon lequel la date prédite pour la venue de Mashiach, l'année 5608, donc 1848, fut celle de la publication du Likutei Torah. Okay. Vous allez voir que c'est assez impressionnant parce que toutes les grandes dates de la Racidoute, c'est des dates sur lesquelles il y a des trucs qui sont passés historiquement. 1789, il s'est passé quelque chose. 1190, il s'est passé quelque chose. 1492, il s'est passé quelque chose. En 1848, il y a une guerre majeure. À chaque fois qu'il y a un truc dans le monde, il y a une date sur la Racidoute. C'est Il se passe en 1492 dans la Chassidoute? pas sur la Racidoute, mais c'est le début de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Oh, mais est-ce que c'est pas parce que non, mais tu as toujours quelque chose qui se passe. Okay. Donc, en effet, lorsque sa venue, la venue du Mashiach sera effective, le monde s'emplira de connaissances de Hachem
ça c'est le Rambam. Quelques années avant cela, en 5597, donc en 1837, avait été imprimé le Torah Or, ça c'est les deux grands textes, deux des grands textes de l'Alter Rebbe. Et lorsque la possibilité est accordée d'étudier la dimension profonde de la Torah, de cette façon, on peut effectivement tirer sa subsistance de ton ouvrage, c'est-à-dire que dès lors, les sources du Baal Shem Tov se répandent, et lui-même se révéla à proximité de l'année 5500, 1740. Simultanément commençait un immense développement des sciences du monde. Et on est dans une intro là. Hein, c'est bon là? Parce qu'il y a des dates partout, mais c'est bon. Beaucoup de dates. J'ai Il y a besoin beaucoup de d'un dates. whiteboard. Ouais, il y a beaucoup ça. de dates. Il y a Ouais. beaucoup de dates. Toutes ces constatations conduisent à se poser la question suivante. On peut comprendre que la révélation de la dimension profonde de la Torah soit une préparation pour s'élever vers le 7e millénaire. Pourquoi on fait de la racidoute? Pourquoi la dimension intérieure de la Torah elle arrive? C'est pour se préparer à la venue de Mashiach. En effet, quand Mashiach viendra, la terre s'emplira de connaissances de Hachem comme l'eau recouvre le fond de la mer. On connaîtra, on aura une conscience d'Hachem au même niveau que l'eau dans le sol terre. On aura vraiment une conscience d'Hachem partout, Ok. en tout temps, à tout instant, juif, pas juif. La conscience d'Hachem, elle sera imprégnée dans le monde. Tout le monde. Ouais. Il est donc légitime qu'avant cette période, pour la préparer, soit révélée la dimension profonde de la Torah qui préfigure l'enseignement de Mashiach. En revanche, c'est la question, en quoi le développement et la révélation des sciences du monde permettent-ils de de se préparer pour s'élever le 7e millénaire? S'il y a un lien entre la dimension profonde de la Torah et les sciences du monde, on a vu que la dimension profonde de la Torah, c'est pour préparer l'arrivée de Mashiach. Donc ça veut dire que les sciences du monde, elles sont aussi là pour préparer la venue de Mashiach. Mais elles servent à quoi les sciences du monde pour faire ça? C'est la question qui est posée. Bien plus encore un peu. Alors, le David, il a l'habitude, mais le rabbi, c'est pas comme un discours racidique, c'est pas comme une argumentation classique ou une dissertation littéraire. Dissertation. Okay. Exact. C'est pas je pose une question, je donne tous les arguments, je donne la réponse, et puis je passe à l'autre argument et j'avance. Le rabbi, il va poser 50 000 questions qui vont dire, mais cette question-là, en fait, pose une autre question, pose une autre question, puis il va rajouter une autre question, puis rajouter une autre question, donc tu vas avoir des questions dans tous les sens, et puis il va faire des développements sur ça, et puis sur d'autres choses, puis il va faire des apartés au milieu, et puis il y a un moment, je sais pas pourquoi, parce que toi, t'es perdu, hop, il y a tout qui s'accroche, et à la fin, t'as compris. Mais t'es obligé de te laisser faire par la manière dont lui, il le dit, parce que si tu essaies de te le creuser, comme, du moins comme moi, j'avais l'habitude de le faire avant, ça marche pas. Hein? Ça, voilà, ça, c'est compliqué. Ok. Donc, si au début, tu comprends rien, bienvenue au club. C'est normal. C'est normal. En fait, En fait, c'est bon signe. au début, il va toujours poser la table en disant, genre, il va poser un paquet de questions. Au moins, tu sais à peu près ce sur quoi tu vas être amené à réfléchir. Après, dans ses réponses, il va venir construire ses réponses autour de ces questions, de sorte qu'en fait, toutes les questions sont relativement liées les unes entre les autres. Ok. Bien plus, le Zohar cite ces deux éléments conjointement, donc celui des sciences et celui de la dimension interne de la Torah, ce qui veut bien dire qu'ils sont liés. Le fait qu'à cette date commençait une révélation nouvelle de la sagesse de la Torah, destinée à préparer la période de Mashiach, est la cause du développement des sciences du monde. Ouais. Mais la cause du développement des sciences du monde, c'est la révélation de la dimension interne de la Torah. Donc, même pour des gens qui n'ont Ouais. jamais entendu, genre, comme vous disiez, Franklin, C'est ça, Ouais. par exemple. C'est ça. C'est juste qu'ils ne le savent pas. c'est juste dans l'air. Ouais. C'est le potentiel qui est débloqué. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent, ou le monde pense que ça s'est développé, mais la source de ça, c'est parce qu'il y a une révélation de la sagesse interne de la Torah qui permet que ça s'ouvre. Okay. Et il y a, là, il donne des exemples, mais il y a
plein d'exemples sur ça qui montrent que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Pendant la Renaissance, moi je suis Euh, curieux. le début du féminisme et le midrash du Harizal sur le féminisme ou sur ce que le Alter Rebbe est en train de dire sur le développement du féminin. Ah, c'est pas une avancée. Non. À chaque fois, il y a la Torah d'abord et ensuite et ensuite ça fait partir le monde. La Torah a toujours dit que la terre était ronde. Elle n'a jamais dit que la terre était plate. Mais elle remet en cause l'héliocentrisme. Ah, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. C'est la Terre qui tourne Ouais, au-dessus. héliocentrique. Ah, Mais en fait, elle ne la remet pas forcément en cause. ok, Et c'est un sujet qui est un petit Ah, peu plus compliqué que ça. il n'y a pas de souci. Je te fais confiance. Donc, on peut formuler la question suivante. Quel lien y a-t-il entre les deux éléments? Les sciences du monde ne sont-elles pas plus basses ici-bas par rapport à la sagesse de la Torah là-haut, et notamment sa dimension profonde? Deux. Le monde entier, avec tout ce qui s'y trouve, fut créé pour la Torah et pour Israël. Or, tout ce que le Saint, béni soit-il, fit dans son monde, il le créa uniquement pour son honneur. Il en résulte que la finalité ultime de tout être créé est effectivement d'être utilisé par les Juifs pour le service de Hachem. Il en est donc de même pour les sciences du monde. Le but de leur création est, selon les termes du Tanya, d'être utilisé pour le service de Hachem et pour sa Torah. Néanmoins, celles-ci, les sciences du monde, ne sont pas à la portée de tous les intellects. Et de ce fait, l'Alter Rebbe, l'Admor HaZaken, celui qui a écrit le Tanya, conclut, c'est la raison pour laquelle le Rambam, le Ramban, dans la mémoire d'une bénédiction, et tous ceux qui les suivirent, s'y consacraient. Tous les grands sages, tous les grands sages étaient à la fois des sages de la Torah et des scientifiques de grande envergure. De la physique, de la médecine, ouais. Ainsi, ces sciences ne concernent que l'élite de ceux qui appartiennent à cette catégorie. Et les personnes qui les étudient sans en avoir les moyens rendent impures les forces de leur âme divine. Là, il est en train de dire que seulement ceux qui peuvent étudier les sciences dans le sens de la Torah doivent les étudier. Attends, c'est ça qu'il dit ou c'est genre, il est pas en train de dire ceux qui n'ont pas l'intellect pour, ils devraient pas les étudier? Il est en train de dire, le but des sciences, c'est d'être utilisé pour le service de Hachem et pour la Torah. Mais il faut que ce soit à la portée de ton intellect. Oui, Si que c'est ce pas à la soit. portée de ton intellect, et, c'est moi qui l'ajoute parce que je pense que ça va venir après, que tu vas pas le mettre dans le sens de la Torah, Ah, voilà, ça, c'est il toi vaut qui as rajouté, mais il selon vaut lui, mieux éviter. mais lui, le texte Ça, c'est moi qui l'ai le rajouté. texte qu'il est en train de dire, c'est genre si tu n'as pas si tu as pas l'intelligence pour pouvoir étudier les sciences de la Torah, les sciences du monde, dans ce cas-là, c'est quoi? Tu vas te vriller. Non, comment est-ce qu'il le dit? Ça rend impur les forces de ton âme divine. Ça rend impur les forces de ton âme divine. De ton âme Ok. divine. Donc ça veut dire ça qu'en va gros, tourner, ça va te tourner, quoi. Ça va te tourner. Ok? Alors là, il va faire un aparté sur un sujet qui ne doit pas être trop important pour nous ici. C'est le but le sait déjà. Et les autres, ils sont passés. Il y en a un ingénieur. Alors, justement, le rabbi, il a fait des La études. Sorbonne. Il a fait la Sorbonne, il a fait Berlin. C'était un mathématicien de fou, un physicien de fou. Mais à chaque fois que quelqu'un voulait dire, Rabbi, je vais faire comme toi, je vais aller à l'université, il a dit non. Il a dit ce que moi j'ai fait, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est justement ça dont il va parler maintenant. Il dit une précision doit être mentionnée ici, bien qu'elle ne soit somme toute qu'une évidence. Pour lui, c'est une évidence. Tout ce qui vient d'être dit n'est en aucune façon une permission accordée de poursuivre des études universitaires, qui sont une grave interdiction et même un danger. Oh, Or, le danger est plus grave que l'interdiction. quoi? Pourquoi? L'atmosphère et l'état d'esprit régnant de nos jours dans les quatre coudées des universités sont pénétrés de négation de la divine providence, de la conviction qu'aucun élément, qu'aucune force ne peut intervenir dans les comportements du monde et dans ses lois. Et il y a zéro révélation d'Hachem dans l'université. Quand tu regardes la science, quand tu regardes la science en Allemagne, tu peux seulement te dire que les derrière.
Attends. Ok. Bien plus, cette position est affirmée comme une évidence, n'ayant nul besoin d'être démontrée, comme le fondement de toutes les études, au point qu'il ne soit nul besoin de l'énoncer clairement. Or, les enseignements délivrés comportent pour la plupart des croyances hérétiques et des idées idolâtres. Eh ben, plus tard, on est mal barré. Ok, Rappelle-moi combien d'années tu as fait, toi? trop. De tels endroits, pour la plupart, ne respectent pas les limites de la retenue et de la pudeur. On était en 1967. Ok, imaginez ce qui se passe maintenant. Ouais, mais c'était on était en 1967, genre, t'es juste avant 68. Ouais, C'est ça. je peux te garantir que ce que j'entends, ou d'histoires que j'ai entendues, c'est encore pire, c'est encore pire, oui. Alors, des gens qui m'ont raconté des choses, je me dis, mais c'est un truc de... Bien plus, on se moque de ceux qui respectent ces valeurs et on les ridiculise. Plus l'on est dépravé et plus l'on est apprécié. Waouh. La situation, Il est dur là-dessus, tu ouais, vois. la situation terrible des campus, des internats et des lieux de promenade est bien connue. Comment? Et il n'y a pas lieu d'en dire plus car cela est effroyable, notamment quand on atteint de telles proportions. Ouais. Quant à l'argument bien connu selon lequel tel jeune homme ou telle jeune fille n'en souffriront pas car ils parviendront à surmonter cette épreuve, on peut lui apporter une réponse tout aussi connue. Le juste, le plus parfait lui-même, le plus grand sadique, jusqu'au dernier jour de la 120e année de sa vie sur cette terre, est tenu de demander à Hachem au début du jour avant sa prière ne nous confronte pas à l'épreuve. Pourquoi est-ce que si le plus grand sadique du monde, tous les matins, doit dire s'il te plaît, non mais tu le dis dans ta Non, prière juste, tous les matins. genre, n'importe qui. Ah, même. Genre, tu demandes à pas être soumis à la Dans la tentation. prière du matin, tu dis s'il te plaît, pas d'épreuve. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes ça le matin, Ouais, mais la mais... première chose que tu vas faire, c'est aller te shooter dans la plus grosse épreuve de ta vie où tu vas pas t'en sortir. Ouais, mais je sais pas, je suis un petit peu sceptique, hein, je vais pas te mentir là-dessus. Ouais. Parce que je trouve que tu as besoin, genre, malgré tout, genre, ça fait partie de Il y a un moyen aujourd'hui pour pouvoir le faire sans aller en université. les études en ligne. Oui, ou des universités juives, ou des universités de Ouais, Tsinout, ok, mais mais tu peux le faire aujourd'hui. À cette aujourd'hui, époque-là, il n'y avait pas. ouais, mais même, je sais pas. Et aujourd'hui, tu décides, en toute connaissance de cause, toi, From, sortant de Yeshiva à 18 ans, d'aller à McGill l'année dernière, à Harvard, et dire, je vais rentrer, et je vais tenir, et non seulement je vais rentrer, mais je vais continuer à manger kasher, je vais continuer à faire Shabbat, je vais continuer à mettre ma kippa, je vais continuer à mettre tzitzit, je vais faire ma prière tous les jours, je vais mettre mes tefs tous les jours, et il va rien se passer, et personne va venir essayer de me faire sortir du chemin, et tout ce que je vais apprendre dans les sciences physiques, etc., dans lesquelles il y a zéro foi Hachem, moi, je sais que je vais le garder. Wow. Ouais. Mais après, hein, T'as un niveau de certitude sur toi-même qui est quand même assez impressionnant. d'accord, mais en parallèle, genre, comme tu me dis, il y aurait pas eu d'avancée, même en termes dans la Torah, si on n'avait pas compris non plus. Donc, il faut qu'on le fasse autrement. C'est pas là qui va. Mais tu peux aujourd'hui faire. Ouais, d'accord, Aujourd'hui, mais bon. t'as pas de raison d'aller à l'université, hein. Tu peux le faire d'une autre manière. Ouais, mais en même temps, je sais pas, je trouve que Mais le rabbi, tu auras tout l'aspect. Hmm. c'était quoi le. Alors, le rabbi à Paris, Ouais. dans les années Ah, 20, ah, 20, il allait à la Sorbonne ah. avec un journal qui était à l'envers, qui était toujours le même, et dans lequel il y avait deux trous. Et il marchait avec un journal comme ça. Arrête. Dans les années 20, C'est dans vrai. les années 20. C'est comme ça qu'il marchait, pour pas regarder ce qui se passait dans la rue. À Paris, dans les années 20. Aujourd'hui, tu marches à Paris dans les années 2020. C'est sur ton téléphone et tu regardes personne. Là, c'est de la pollution visuelle que tu vas prendre, c'est impossible de tenir tes yeux. Hein. C'est impossible de tenir tes yeux. Non, mais c'était l'époque populaire. Hein. Et à la Sorbonne, il faisait de la Torah. Hein. Il y a une histoire où il est en train d'étudier la Torah, il écoute, t'as l'impression qu'il écoute rien. Ça fait décoller le prof, je sais plus si c'est à la Sorbonne ou à Berlin. Ça fait décoller le prof, il le fait venir au tableau en disant ce théorème-là, là, expliquez-moi. Il se lève, boum, 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 il sort le théorème comme même lui, il sait pas l'expliquer. Et le prof, il pète une durite. Il dit c'est faux, tout ça, il l'emmène chez il l'emmène chez le recteur. Donc, le recteur, il le voit arriver, il sait qui c'est, il se confond en excuses. Qu'est-ce quoi? Il se confond en excuses. Il s'excuse. Ah, Parce que c'était un génie des maths, ouais. un génie de la physique. C'est juste que c'était pas important. C'est pas le seul rabbi qui était comme ça, hein. Le rabbi Maharash, c'est pareil. Et le rabbi Maharash, il apprenait les langues et les sciences modernes, comme ça, dans les toilettes. Parce que c'est l'endroit de Touma. Donc il a appris toutes les langues et toutes les choses dans les toilettes.
Parce que dans les toilettes, t'as pas le droit de parler d'Hachem. Donc c'est là qu'il apprenait. Ouais. Bon, à Zaken, il y a des physiciens qui venaient le voir. Oui, continue ses études si c'était pas important. J'ai pas cet élément-là. Il s'avère que le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, donc d'une certaine manière, on peut dire que ça a aidé le rabbi pour comprendre la société moderne dans laquelle il allait se trouver. Jusque-là, Chabad, et notamment Chabad en Europe de l'Est, c'était une mentalité de shtetl. C'était des villages, les codes étaient tenus. Quand tu arrives aux États-Unis après la Shoah, après la guerre, où il faut tout recréer et où il n'y a rien sauf de l'assimilation, il faut qu'il y ait un moyen pour pouvoir diffuser et quelque part continuer à tenir le judaïsme dans un endroit qui est assimilé. Ouais, mais ils savaient pas forcément que tout ce qui allait se passer, comme tu dis, on était dans les années Non, mais il 20. y a énormément de choses qu'en fait, je ne sais pas s'il le Ils savait savaient ou pas au niveau pas. de là, ils savaient pas qu'il allait y avoir la Shoah, ils savaient pas qu'il Non, allait mais y avoir. il y avait comme Genre, une vision. Le rabbi, est-ce qu'ils vraiment il ils sort pensaient des qu'il trucs en allait. disant, il dit, faites des bandes dessinées comme Dick Tracy. C'est le seul qui est capable de dire ça. Comme quoi? Comme Dick Tracy. Dick Tracy, c'est une bande dessinée, un comique américain des années Ok. 50. Il dit, mettez Rabad ou mettez toute la Torah pour les enfants comme cette bande dessinée-là. Pourquoi? Parce qu'il a cette culture-là, donc il peut le faire. Les autres, ils peuvent pas. Les autres qui sont en Streimer, en chaussettes hautes et qui ils peuvent pas comprendre ce monde-là. Lui, le fait d'avoir fait ces choses-là avant, et il le savait peut-être pas, mais le fait qu'il arrive avec ce chemin-là fait qu'il est capable, par exemple, par exemple, l'une des grandes phrases du rabbi, c'est il y a un mérite à ce que les choses soient publiques. Pourquoi il y a un mérite à ce que les choses soient publiques? Parce qu'il a compris que les Américains, ils étaient bons en marketing. Donc pourquoi il y a des grandes campagnes de Menorah, de Tefilin, etc. Parce qu'il a pris le principe marketing des États-Unis. Il a dit les Américains, ils ont compris que c'était public, et plus c'était public, plus c'était gros, plus ça marchait. Alors on va faire du marketing. Ah, mais Avant, c'était impossible pour du journalisme de penser que tu allais faire du marketing. Tout le monde avait peur de rester dans son coin et surtout, il ne pouvait pas parler aux nations. c'est ça qui est assez Et paradoxal, lui, c'est que. boum, il y va. Ouais, c'est ça qui est assez paradoxal. D'un côté, on dit il avait besoin de ça pour en arriver là où il est, mais il dit surtout n'y allez pas. Ouais. Allez pas sur cet endroit-là. Faites-le de cette manière-là en suivant les codes. C'est un monde de paradoxe. Ah oui. Ok. Non, bien sûr que non. Le marketing, c'est un truc fondamentalement qui a été inventé par les Américains dans les années 50. Les soviets, ils n'avaient pas du marketing, c'est de la propagande. La propagande. De toute façon, il n'y avait rien à acheter, il n'y avait rien à Avec de la vendre. propagande. Tu pouvais pas mettre autre chose que. C'est ça. Ok. En tout état de cause, le Zohar établit un lien entre le développement des sciences du monde et la préparation pour s'élever vers le 7e millénaire. Cela veut dire que l'utilité de ces sciences pour le service de Hachem prend la forme d'une préparation du résultat qui sera obtenu quand Mashiach viendra. L'un des points importants qui se réalisera avec la venue de Mashiach sera l'accomplissement de la promesse selon laquelle l'honneur de Hachem se révélera et toute chair ensemble verra que la bouche de Hachem parle. Cela veut dire que la révélation divine du monde futur sera telle que non seulement, comme on l'a dit, la terre s'emplira de connaissances de Hachem, mais qu'en outre, toute chair verra. La chair physique pourra observer que la bouche de Hachem parle. Ça veut dire que la connaissance, elle ne sera pas seulement extérieure, elle sera intérieure. On va comprendre aussi, on va ressentir avec notre corps la présence de Hachem. Cette vision sera non seulement par l'œil de l'intellect moral, mais aussi, comme la Moura Saï l'explique longuement, une vision physique, par l'œil matériel. Bien plus, il est précisé que toute chair verra. Non pas que tous les yeux physiques verront, comme il est dit que nos yeux voient. Cela veut dire que non seulement l'œil physique, mais aussi la chair du corps dans son ensemble verra que la bouche de Hachem parle. Telle est donc la relation qui peut être faite entre le développement des sciences du monde et la préparation pour s'élever vers le 7e millénaire. Lorsque ces sciences sont mises à contribution pour le service de Hachem ou pour sa Torah, elles permettent de préfigurer le fait que toute chair verra. Et elles confèrent une vision physique et concrète de ce qui concerne le service de Hachem. Exemple. On peut illustrer ce propos par un exemple. Il est une force naturelle qui existe avec toute sa puissance depuis les 6 jours de la création, même si on n'en avait pas encore connaissance, puisqu'elle n'a été découverte et mise en évidence que ces dernières années, dans les années 70. Elle permet que la voix de l'homme parlant dans un certain endroit soit immédiatement entendue
à distance et même à l'autre extrémité du monde par le téléphone. Ou mieux encore, par la radio. Il n'y avait pas Internet, hein, mais c'est le même, c'est le téléphone, la radio, Internet, hein, le quantum computing, tout ça, c'est le même sujet. En outre, dernièrement, on peut même voir celui qui parle et observer tous ses mouvements. Okay. Ce qu'on est en train de faire là. On est en train de faire un cours là qui peut partir n'importe où. Que découle-t-il dans le monde de cette possibilité d'entendre chaque son émis par un homme à l'instant en lequel il est prononcé dans le monde entier et de le voir? En fait, le moyen est ainsi accordé, de s'imaginer ce que veut dire un œil voit et une oreille entend. En effet, si l'oreille, ici-bas, peut entendre immédiatement, et si l'œil, grâce à une autre force naturelle, peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, combien plus en est-il pour l'oreille et l'œil de Hachem? Ainsi qu'il est dit, celui qui implante une oreille n'entendrait-il pas? Celui qui crée l'œil ne verrait-il pas? Okay. Si nous, à notre petit niveau, on est déjà capable de comprendre que quand on fait un cours et que là, on peut être en live avec quelqu'un qui est en Australie et qui va l'entendre en live en même temps que nous, sur un live broadcast qui pour nous est une évidence, encore plus, c'est sûr que si nous, on peut le faire, c'est sûr qu'Hachem, il peut le faire. Donc, ça nous aide à comprendre, ou à nous rapprocher d'une compréhension que c'est ce que Hachem a écrit, ce que David Amelé a écrit dans les Teilim, ou qu'on dit dans le Hallel, c'est-à-dire c'est dans le Hallel, je pense qu'on le dit, celui qui implante une oreille n'entendrait-il pas, celui qui crée l'œil ne verrait-il pas. C'est pas dans le Hallel. Si. C'est dans le Hallel, c'est ça. Ça nous permet, quand on lit le texte, de comprendre plus ce qui est dit. En la matière, il n'y a pas de limite, à tout ce que l'homme fait, même quand il est strictement isolé, s'applique à l'instant même la sentence. Un œil voit, une oreille entend, et toutes les actions sont inscrites dans un livre. On a donc ainsi une illustration de ce que cela représente, et en méditant au fait que, voici que Hachem se tient devant lui, il l'observe, sonde ses entrailles et son cœur, afin de terminer s'il le sert comme il le convient, ce qu'on a fait la dernière fois. Cœur et ses reins. Ouais. Tout à fait. Là, il a mis ses entrailles. Non seulement on comprendra profondément qu'il en est bien ainsi tout d'abord par son intellect, ce qui n'a pas toujours un impact profond sur la personnalité, mais aussi d'une manière qui est plus proche des sentiments physiques de l'homme et qui agit donc plus efficacement sur le sentiment de son cœur ou sur ses pensées, ses paroles ou ses actions. Donc, c'est pas seulement on s'en rend compte, c'est quand je me rends compte que quand je fais un live broadcast ou quand j'écoute un livecast, je peux l'écouter partout dans le monde. Ça, c'est ce que moi je peux faire. Ça me permet de comprendre davantage que si moi je peux le faire, c'est évident qu'Hachem il le fait. Et donc si tu médites sur ça, c'est-à-dire juste tu réfléchis un peu à un moment dans ta journée, que tu te poses un peu en disant ouais mais Hachem il est tout le temps là. En utilisant cet exemple-là, ça te permet de le rendre plus tangible pour toi et donc d'ouvrir ton cœur et pas seulement ta tête au fait que Hachem il est vraiment tout le temps là devant toi et que parce que toi, tu es capable de voir n'importe où, partout dans le monde, grâce à ça, hein, bah lui, il n'a pas besoin de ça, et c'est sûr qu'il le fait. Donc, quand toi, Hachem est tout le temps devant toi, en train de vouloir t'aider, de vouloir regarder ce que tu fais, aussi de s'assurer que tu fais les choses qu'il t'a demandé de faire, tu fais pas les choses qu'il t'a demandé de pas faire. Et il est là. Et la preuve, c'est que, bah, voilà, quand tu regardes ton téléphone, tu peux te dire, bah, en fait, c'est ça qui est en train de se passer pour lui. Ça aide de le faire. Non, mieux que ça. Tu sais, on a tous expérimenté ça quand on est en train de parler de n'importe quel sujet, etc. Et qu'après, tu regardes ton téléphone et qu'après, genre, il y a des pubs sur juste ce dont tu viens de parler. Tu sais que ton téléphone, il t'entend. Alors, tu es sûr que Dieu, il t'entend encore plus et que. Mais il t'envoie pas des ads. Au moins, il Donc, est en fait, suffisamment. ça aide. Au moins, il est un peu plus respectueux de la vie privée. Parce qu'il faut essayer de ne pas le regarder comme un sens. C'est pas. C'est très important qu'on rajoute ça parce on en parle beaucoup dans la Chassidoute. Hachem est toujours bon. Il n'y a jamais de vision de Hachem qui est un Hachem qui est méchant, qui veut te punir. Elle n'existe pas, cette vision-là. C'est une vision qui est pas juive, c'est une vision catholique, c'est une vision séculaire. C'est pas une vision d'Hachem. La vision d'Hachem, c'est qu'Hachem est bon, Hachem est miséricordieux, Hachem veut ton bien. Donc, il te regarde, ça ne veut pas dire qu'il est là pour taper. Enfin, c'est pas ça qu'il fait.
Par contre, il y a besoin, toi, pour pouvoir te rapprocher d'Hachem, de développer pas seulement un amour pour Hachem, mais aussi une sorte de crainte de Hachem. Voilà. Comme il est grand, comme il est puissant, comme il t'a créé, comme il est partout, tu es quand même censé avoir un certain niveau de respect par rapport à ça. Hein. Et donc, c'est cette crainte-là qui te permet de ne pas faire n'importe quoi. C'est parce que tu as cette crainte-là devant la grandeur de Hachem que quand il te dit mange pas du porc, tu manges pas du porc. Hein. Ou voilà. La partie négative des commandements, c'est parce que tu développes une crainte à l'intérieur de toi. Et la partie positive des commandements, donc par exemple, aime ton prochain comme toi-même, ou des choses comme ça, c'est parce que c'est l'amour qui le crée. Okay. Mais le moyen de s'éviter de partir loin, ou quand on revient, de repartir loin, hein, c'est de travailler sur développer la crainte de Hachem. Et donc, voilà, là, le rabbi vient de proposer une méditation sur qu'est-ce qui se passe quand tu regardes ton téléphone, hein, et que Google te balance une publicité guidée parce qu'il t'a collé un cookie à l'intérieur sur ce que tu as regardé. Ça, c'est ce que Google a fait. Mais si Google est capable de mettre des cookies, il y a des chances que Hachem, il ait ses propres cookies. Et qu'il n'ait pas besoin de Google pour pouvoir aller les chercher. Les méditations métaphysiques. La méditation métaphysique des cookies de Hachem. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est le titre du cours. J'aurais dû appeler comme ça. Les cookies de Hachem. Ouais. Tu vois, ça aurait été nettement plus. Ça aurait été nettement plus. Peut-être on aurait. Ça, il devait être Torah et science, etc. Tu aurais les cookies de Hachem. Les cookies de Hachem. Voilà. Genre, sponsorisé par Reskill. Ok. Et du coup, je sais toujours. Si, voilà. Les cookies d'Hachem. Les cookies d'Hachem. Ok. Donc, tout ce qui existe dans le monde fut créé pour la Torah et pour Israël. On revient. Malgré cela, nos sages dont la mémoire est une bénédiction distinguent certains éléments de tous les autres. Et ils affirment que ceux-ci furent créés uniquement afin de contribuer à une certaine pratique de la Torah et des mitzvot. C'est ainsi que, je dis ça, c'est une découverte pour moi, quand je lis le texte, je ne savais pas. Le monde ne méritait pas de se servir de l'or. Pourquoi l'or fut-il créé uniquement pour le sanctuaire et pour le temple? Le monde ne devait pas se servir de l'or. L'or, c'est un midrash Shemot Rabbah. 35, 1. L'or, c'était pas pour le monde. C'était juste pour le temps. Tu ferais pas de chose? C'est bien après le temps. En quoi ces objets qui ont été distingués sont-ils différents de tous les autres, qui ont été également créés pour la Torah et pour Israël? C'est que la finalité de la création de ces autres objets peut aussi être atteinte quand ils sont utilisés dans les domaines du monde d'une manière permise, afin de pouvoir par la suite les mettre au service de Hachem. À l'inverse de l'or. On n'arrive pas encore à le créer. Par exemple, il est dit que le monde ne méritait pas de s'en servir. Le consacrer aux objets du monde, donc à la ruée vers l'or par exemple, revient à lui imposer une descente. La ruée vers l'or, c'est une descente de l'or. En effet, l'or a été créé uniquement dans le but d'être consacré au sanctuaire et au temple. Pour autant, l'homme dispose du libre arbitre. Et donc Hachem fait en sorte que l'or puisse recevoir d'autres utilisations que celles du sanctuaire et du temple. Mais ce n'était pas prévu. C'est pas ça qui devait être fait. Mais comme Hachem te donne le libre arbitre, il dit, moi je veux aussi utiliser l'or pour pouvoir faire des bijoux et inventer des picsous et me jeter dans une piscine. Pourquoi est-ce qu'il ça, c'était pas prévu. Pourquoi est-ce qu'il en a donné autant alors dans ce cas-là? Si vraiment c'était pour le temple, libre arbitre, créer genre le temple deux mines d'or à côté du temple et c'est parti. Pourquoi tu as besoin d'en mettre de partout dans le monde? Pour le libre arbitre. Ah, comment, c'est un grand libre arbitre. Alors, tu sais que genre, tu en as nettement plus que nécessaire. Oui. Grandir là-dedans. Ah ouais, genre à ce point-là? Peut-être. C'est un grand temple. C'est bon? Ça va encore? Okay. Mais donc, ça veut dire que l'or a un certain niveau, c'est ce qu'on est en train de dire. L'or est descendu de son niveau. C'est ça, donc quand je lise aujourd'hui dans le monde de la bourse, etc., on a fait descendre, on fait faire une descente. Alors, et plus le cours il monte, et à mon avis, plus ça descend. Ah ouais. Il en va donc de même pour ce qui fait l'objet de notre propos, mais je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire. Le Zohar établit un lien entre le développement des sciences du monde et la révélation de la dimension profonde de la Torah, plutôt que l'élévation vers le 7e millénaire. C'est la preuve que telle est la raison véritable de leur développement, et le fait qu'elles aient d'autres utilités a uniquement pour objet de respecter le libre arbitre comme on l'a indiqué.
Ainsi, la possibilité de tirer profit des sciences du monde pour le service de Hachem, comme l'indique le paragraphe 4, n'accomplit pas encore pleinement la raison d'être de leur développement, car elle n'en fait que des éléments permis, appartenant au monde, tout en ayant une certaine utilité pour le service de Hachem. On n'y est pas encore tout à fait. La raison véritable de leur développement est donc l'utilisation de ces sciences profanes elles-mêmes pour la Torah et les mitzvot. Bien sûr, bien plus, le Zohar met en relation ce développement avec la révélation de la dimension profonde de la Torah. Il faut en conclure que leur finalité ultime est de servir à la révélation et la diffusion à la dimension profonde de la Torah. Il y a Et quoi toujours, comme objet qui est genre complètement. Je suis en train de trouver je suis en train de chercher un élément qui est complètement mauvais, qui ne peut pas être utilisé en aucun cas pour le service du temple, pour pouvoir demander pourquoi est-ce qu'il a été créé. de toute façon, je ne vais pas avoir la réponse à ce que tu es en train de Le faire. porc. J'ai pensé au porc. J'ai pensé, mais je me suis dit non, mais c'est genre, c'est pas ça, c'est un Et animal, le donc c'est porc, pas la même. il se passe des choses, par exemple. Ça, Il y a eu tu peux utiliser pour les greffes de cœur. ouais, il y a une greffe de cœur avec des membranes de porc. Mhm. Ça, c'est la Géoula. Ouais, ouais. Ça, c'est la Géoula, parce que quelque part, ça rend le porc cachère. Ça rend le porc caché. Ben, ça rend le porc cachère pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de toi. Un juif a le droit d'avoir, alariquement parlant, un cœur qui est fait en membrane de porc, alors qu'il n'a pas le droit de le manger. C'est un truc de fou. C'est horrible, ça sauve des Ouais, vies. mais c'est un, T'imagines? tu sauves ta vie. Et quelque part, c'est la première fois que tu arrives à élever un truc qui est non élevable. Alors, en l'occurrence, il y a des élevages. Ça veut dire que tu peux le Merci manger. David. Ok. On en est là. Ok. Non, on n'en est pas là. On en est là. Pas sûr qu'on ira au bout. Il reste 3 pages. On va voir si on arrive au bout. Comme on l'a indiqué au préalable au paragraphe 3, le fait nouveau qui sera introduit par la venue du Mashiach consiste en 2 points. D'une part, la terre se recouvrira de connaissance de Hachem comme l'eau recouvre le fond de la mer. Et d'autre part, toute chair ensemble verra. Or, c'est aussi l'apport, l'intérêt que peut avoir l'utilisation des sciences du monde pour la diffusion de la dimension profonde de la Torah, laquelle, comme on l'a dit, préfigure l'enseignement de Mashiach. En effet, la dimension profonde de la Torah, préparant cet enseignement, réalise elle-même, ou en tout cas préfigure les 2 points mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire la terre se recouvrira de connaissance de Hachem comme l'eau recouvre le fond de la mer, et toute chair ensemble verra. Exemple, on citera un exemple. Lorsqu'on se sert de la radio, parce qu'à l'époque c'est la radio, pour diffuser la dimension profonde de la Torah, ou quand on se sert de YouTube pour diffuser la dimension profonde de la Torah, on peut l'entendre matériellement dans tous les points du globe. Bien plus, ces paroles de la Racidoute prennent alors le monde entier, y compris un endroit dans lequel il n'y a pas de poste de radio susceptible de les capter. On sait en effet que la voix se répand dans toutes les directions dans le monde entier, non pas potentiellement, mais bien d'une manière concrète. Un récepteur ne fait que la capter et l'orienter de différentes façons, mais il ne la crée pas. Les ondes, elles recouvrent vraiment le monde, elles recouvrent vraiment le monde comme les eaux, elles recouvrent la Terre, c'est en ce sens Ouais. ça veut dire que même si tu captes pas, c'est pas que l'onde, elle est pas là, c'est juste que tu n'as pas l'infrastructure pour pouvoir les capter. Mais donc, tu es en train de diffuser Ouais, ouais, partout, mais c'est non, même s'il n'y mais a pas le juste récepteur, c'est pour diffusé. revenir sur l'allégorie de, ouais, de genre l'eau qui recouvre la mer ou je sais pas quoi. Donc, il en découle tout ce qui vient d'être dit qu'en se servant des sciences du monde pour diffuser la dimension profonde de la Torah, on préfigure la réalisation de la promesse selon laquelle la terre se recouvrira de connaissances de Hachem sans limite en tout endroit, de sorte que toute chair ensemble verra, et cette voix est entendue physiquement à l'instant où ces mots se prononcent. Mais il y a aussi un autre but, normalement c'est le dernier. Néanmoins, il s'agit aussi en l'occurrence de se servir des sciences du monde dans un autre but pour la Torah et les mitzvot. En revanche, on ne voit pas de relation directe entre ces sciences par elles-mêmes et la sainteté. La véritable unification entre ces sciences et la Torah est donc réalisée quand la dimension profonde de la Torah apparaît directement dans les sciences. L'un des domaines en lesquels ceci apparaît clairement est le suivant. La dimension profonde de la Torah révèle l'unité infinie de Hachem et du monde. Le but de la Racidoute, c'est de dire ce qu'on dit dans le schéma. Hachem est un et tout est un. Qu'est-ce que viennent faire les sciences? Elles viennent s'unifier de plus en plus. C'est vers là qu'il va.
quoi? Donc, tout ce qui est genre physique quantique avec l'infiniment petit et l'infiniment grand, etc. Plus on avance dans les sciences, et plus les sciences sont en train de chercher à unifier le monde. Ah, mais oui, la fameuse théorie de Toutes les la théories super cherchent à théorie unifier. de. Einstein, c'était une unification de la physique. C'est ça Ouais, qu'il mais au cherchait à contraire, faire. ouais, mais il a pas réussi. Il n'a pas réussi, mais il cherche à le Ouais, ouais, faire. c'est ça, c'est ce qu'il cherche à. Ouais, j'avais la La fameuse. science cherche à... Elle cherche pas à diversifier le Comment il monde, elle appelle la cherche à unifier le singularité? monde. Ainsi, le grand nombre des créatures ne contredit pas l'unité du Saint béni soit-il, bien au contraire, il est la conséquence de cette unité comme établissent différentes références. Ainsi, la véritable existence du monde est l'unité infinie de Hachem. Cette unité s'exprime dans l'existence du monde et elle y met en évidence l'unité. Il en résulte que l'unité du monde, qui profondément est celle infinie de Hachem, est révélée de plus en plus clairement par le développement des sciences du monde. Auparavant, on pensait que chacune des forces de la nature agit de façon indépendante C'est ça que c'est le polythéisme. et que la matière de chaque être créé dans le monde est constituée de nombreux éléments différents. Or, plus les sciences du monde progressent, plus on prend conscience que le grand nombre et la diversité de ces éléments ne sont qu'une apparence. En observant la manière dont ces éléments s'unissent, leur contraction et leur dilatation, on réduit de plus en plus leur nombre, au point d'affirmer que l'existence du monde s'organise autour de deux dimensions, la quantité et la qualité, ou en d'autres termes, la matière portant le potentiel et ce potentiel. L'unité infinie émane donc de Hachem, de sorte que l'existence d'une créature par elle-même réside bien en deux dimensions, la quantité et la qualité. Tel est le lien qui peut être fait entre le développement des sciences du monde et la révélation de la dimension profonde de la Torah, préparant le monde à son élévation vers le 7e millénaire. La révélation de la dimension profonde de la Torah suscite aussi le développement des sciences du monde, car c'est ainsi que l'on préfigure l'enseignement de Mashiach. C'est lui qui mettra en évidence l'unité du Saint béni soit-il dans le monde, afin de préparer l'accomplissement de la promesse selon laquelle toute chair verra. Ainsi, le monde lui-même sera le réceptacle de l'unité de Hachem, et l'on observera à l'évidence, comme on l'a dit. Dernière page. C'est de cette manière que l'on prend conscience du fait qu'en réalité, l'unité du monde n'est autre que celle de Hachem, révélée par la dimension profonde de la Torah. Et c'est ainsi que le monde s'élèvera vers le 7e millénaire, très prochaine. Non, c'est bon. Comment ça s'appelle? Ça me fait penser vraiment, c'est. Non, mais ça, c'est comme on disait, hein, c'est comme cette histoire de ce qui est la physique quantique avec le truc qu'à peu près tout était composé de 99% de vide. Ouais. Et puis, finalement, c'est ça l'unité qui est entre le. C'est ça qui serait l'unité. En fait, ce serait même pas la quantité et la qualité. Est-ce que ça, tu mettrais en quantité ou en qualité? Je pense que même ça, il reste toujours des dimensions, et puis je ne suis pas Non, ni un non, je suis par physicien, ni un curiosité. scientifique, etc., donc je ne sais pas répondre à cette question. Mais il y a une véritable volonté de tous les scientifiques dignes de ce nom aujourd'hui d'essayer d'unifier leurs théories. Donc ils sont tous en train d'essayer de tendre vers une Ah oui, unité. théorie unique. Pas forcément. Et donc, quelque part, c'est bien le sens de ce qu'on cherche à faire là. On ne cherche pas à diversifier le monde, on cherche à montrer que le monde est. Mais paradoxalement, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que le Mashiach est censément genre une sorte de super physicien ou super truc, parce que c'est lui qui est censé dévoiler la connaissance comme quoi Dieu est un, blablabla, etc. Au travers, et que c'est grâce à. C'est lui qui amènera le fait que le monde séculaire comprendra, blablabla. Quand Machiarella est installé, l'objectif final de la création du monde, c'est que l'intégralité de ce monde-ci est une conscience à la fois visuelle et physique de la présence de Hachem dans toute chose et dans chaque chose, et de l'unité de Hachem. Ouais. C'est ça l'objectif final. Que Mashiach est censé amener. Que Mashiach est censé amener et que la Racidoute prépare à faire. Et que les sciences du monde, Prépare dans le aussi monde à faire. séculaire, préparent d'une certaine manière. Et est-ce que les gens doivent être préparés de le faire bien? La Racidoute te prépare. Tu n'es pas obligé de te préparer, mais forcément, nous, on va dire que c'est plus facile. Pourquoi ne pas. Si tu sais que ça va arriver et que c'est ça la finalité du monde, pourquoi est-ce que tu dirais non, c'est bon, je le ferai quand il sera là, toi? Mais il y a un moment qui passe, c'est avant, pendant l'allégorie avec l'océan, le sens de Shem. Est-ce que ça
ça doit être avant le Mashiach ou après? Bah, ça doit être avant pour que tu puisses comprendre. Parce que imagine tu es toujours maintenant avec des connaissances genre de l'époque des Grecs ou des Romains. Ça, Que tu es ouais. encore en plein dans du polythéisme, que tu es encore en plein que tu penses que finalement quand il y a un éclair,